Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce podcast qu'on a aujourd'hui avec Alex le plaisir de vous présenter. C'est Nico. Vous nous avez posé pas mal de questions en commentaire sur les derniers podcasts, notamment sur le développement technique d'une ceinture blanche pour trouver son jeu, ou encore quoi faire, comment faire et par quoi commencer en jiu-jitsu. Et aujourd'hui, on se propose de vous répondre avec nos idées sur, selon nous, ce qu'il faudrait faire pour progresser dès ses débuts en ceinture blanche. Aussi, j'en profite juste une petite seconde pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, partager la chaîne avec votre communauté du Jiu-Jitsu. Je vous invite aussi à nous suivre sur les différentes plateformes, à savoir Instagram et TikTok, pour suivre le contenu qu'on vous propose sur ces endroits-là. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Alex. Comment ça va, Alex ? Ça va très bien. Écoute, encore une fois, très content de te retrouver pour un nouveau podcast. Et le sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est un sujet auquel je suis pas confronté directement, mais j'essaye de me mettre à la place de ces gens-là, justement, qui commencent le jiu-jitsu. Et j'essaye de les aiguiller de la meilleure des façons pour que leur apprentissage et leur développement dans le jiu-jitsu se fassent de la façon la plus rapide et la plus efficace. En résumé, je vais essayer d'utiliser moi mon expérience pour leur faire gagner du temps dans leur apprentissage. Ok. Donc en fait, si on reprend nos situations, toi de ton côté, en ce moment, tu es plutôt sur l'aspect... tu es particulièrement sur l'aspect développement d'Alex athlète, mais je sais que tu donnes aussi des cours particuliers. Tu aides aussi pour donner des cours particuliers au Portugal. Mais c'est pas ton activité forcément principale. Non. Ok. Juste pour revenir là-dessus, pour que ce soit clair, dans le jiu-jitsu, je suis comme tu l'as dit, dans le développement de Alex athlète. Ça occupe 80% de mon temps dans le jiu-jitsu. Ensuite, il y a une partie aussi où, sur les tatamis, comme on est, entre guillemets, on fait partie des gars qui sont les plus anciens, les plus réguliers, on a aussi un rôle sur les tatamis qui est d'aider les nouveaux arrivants et même sans forcément être les nouveaux dans le jiu-jitsu, mais des gens qui ont des difficultés à assimiler certaines techniques ou quoi, on est là pour les aider aussi. Donc on a cette partie-là compétiteur qui occupe 80% de notre temps. Et après, 20% du temps qu'on dédie aux autres sur les tatamis, parce que c'est ça aussi la vie sur les tatamis. C'est pas pour Ada tout le temps. Il y a aussi l'ambiance, le social qui prend une place importante sur les tatamis. Ok. Et alors du coup, ça, ce que tu dis comme rôle, c'est hyper important, parce que pour définir ma situation aujourd'hui, qui est un petit peu différente de la tienne, on a lancé du coup l'académie Meta Jiu-Jitsu, la première académie physique à Toulouse, qui se situe dans le secteur de la Côte Pavée. Et ça fait donc un mois maintenant qu'on a commencé à donner les cours, donc une séance par jour. On a un créneau par jour actuellement. Et de mon côté, je mets aussi tout en place pour garder ce développement de Nico Athlète, qui est hyper important. Notamment parce que j'adore la compétition, c'est quelque chose que toi et moi on fait beaucoup et que ça me tient vraiment à cœur. Et puis surtout aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir combattre en ceinture noire, en adulte, en Europe et aussi ici en France. C'est quelque chose que je veux absolument garder. Par contre aujourd'hui la situation est que je cherche à faire grimper cette partie de Meta Academy en créant un groupe de passionnés, de personnes qui nous ressemblent et de personnes qui adhèrent aussi à notre façon de voir le Jiu-Jitsu. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que aujourd'hui sur les tatamis, on a une quinzaine d'inscrits en un mois, ce qui est je pense quand même pas mal, avec quand même une majorité de personnes qui sont déjà initiées, donc beaucoup de ceintures violettes, des ceintures marron, des ceintures bleues, une prédominance de ceintures violettes quand même, et on a aussi des nouveaux, des ceintures blanches qui nous rejoignent. Je crois qu'on en a 4 en tout. Et l'idée, c'est que
je veux faire en sorte que, pour le moment, avec le rythme de créneaux disponible, c'est-à-dire un créneau par jour, tout le monde se sente à l'aise, même s'il y a certaines différences de niveau, ou d'expérience, ou de temps de jiu-jitsu entre les pratiquants sur le tatami. Et du coup, j'ai trouvé hyper intéressant d'aborder ce podcast avec toi, Alex, parce que déjà, d'une part, on a commencé, enfin en tout cas, tu as commencé le jiu-jitsu avec moi à l'époque, et du coup, je voulais savoir par quoi tu as commencé toi, en fait. Comment est-ce que tu évalues tes débuts dans le jiu-jitsu, et s'il y avait quelque chose à changer là-dedans, qu'est-ce que tu changerais? Ben, je vais faire un bref récapitulatif de mon histoire du début de ma ceinture blanche. Et je vais dire, si, je pense, selon moi, s'il y avait une chose à changer, ou du moins le déclic que j'ai eu, si j'aurais pu l'avoir plus tôt encore, je pense que ça aurait été que bénéfique. Donc, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, que ce soit avec toi ou même par la suite avec Adolphe Maillot, on était très orienté sur le jiu-jitsu, jeu ouvert et surtout beaucoup de garde. Avec toi, je me souviens pas avoir fait un cours de passage de garde et à l'époque. Et avec Adolphe, c'est pareil. Comme il aime le jeu des Mendes, du coup c'était jeu très ouvert, collar and sleeve, de la Riva, avec son petit penchant pour les berimbolo. Donc c'était ça mon environnement quand j'ai commencé moi le jiu-jitsu. Mhm. Euh, et au début, même si l'art martial m'intéressait, j'avais du mal à accrocher à cette vision du jeu qui était avoir le dos au sol et bouger ses hanches, avoir les hanches qui sont souples, utiliser ses jambes plus que ses bras. Parce qu'en plus de là où je viens, c'était pas comme ça on notait la dominance dans le combat. Si on est au sol, enfin, si dans la boxe on est au sol, c'est qu'il y a eu un problème avant. Et du coup, moi, je me sentais pas du tout à l'aise au début. Je me sentais pas du tout à l'aise au sol. Euh, mais j'ai quand même continué. Puisqu'au début, on doit se faire sa propre idée et chercher les trucs qu'on aime bien faire. J'ai fait pas mal de temps au sol et je voyais que il n'y avait pas d'affinité plus que ça. Et j'ai commencé je faisais les cours normaux, juste au moment des randonnées, je me mettais tout le temps dessus et j'essayais de rester le plus possible dessus. Et là, je me suis dit, ça me plaît. Ça me plaît de rester dessus, de vouloir passer les gardes. Et je me sentais plus à l'aise comme ça. Donc, après peut-être 2 ou 3 mois de jiu-jitsu, je m'étais dit, je préfère rester dessus. Et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé mon passage. Et jusqu'à la ceinture bleue, en vrai, jusqu'au début de la ceinture violette, je savais pas beaucoup faire la garde. J'avais un jeu qui était très basique, où je faisais de l'arriva, sit-up guard et je faisais un sweep. Et par contre, dessus, je mettais de la pression sur toutes les gardes qui étaient en face de moi. Et, Mhm. euh, et puisque j'aimais justement rester dessus et passer les gardes, le jiu-jitsu est devenu plus amusant et plus intéressant pour moi. Je voyais tous mes randoris comme des challenges. Et je me disais, ah, aujourd'hui, il faut que je passe la garde de ce gars-là. Et c'était même pas pour aller vers la finalisation, hein. Mon but, c'était juste de passer des gardes. Et aujourd'hui, je passe tout le monde. Ça arrivait pas, je rentrais chez moi, j'étais frustré, et je revenais, le lendemain, c'était pareil, tu vois, le même challenge. Et c'est ce que je trouvais amusant, et c'est ce qui m'a rendu addict un peu au jiu-jitsu. C'était le fait de faire ce qui me plaisait le plus. Pas forcément chercher à vouloir combler des lacunes, mais faire ce que j'aime et devenir bon dans ce que j'aime faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et c'est au bout de 2 ou 3 mois que j'ai eu ce déclic-là, je vais être passeur.
Et après, ben, après plusieurs années de passage, et en accord aussi avec mes objectifs, Paquito m'a dit, Alex, tu crois vraiment que tu vas être champion si tu sais pas faire de garde? Et là, je me suis dit, ah ok, donc le passage est correct. Maintenant, il va falloir que je m'attarde sur la garde. Et là, c'est pareil. J'ai eu, comme mes objectifs avaient un peu changé, genre, je voulais plus devenir juste bon dans quelque chose, je voulais devenir bon en général. Ben là, les concepts étaient beaucoup plus faciles à assimiler. Il y a des trucs que je comprenais pas du tout jusqu'au début de la ceinture violette, que maintenant j'arrive à faire, mais c'est devenu naturel. Et tout ça parce que après avoir découvert mon jeu, après avoir fait une partie de ma vie de judoka à faire qu'un seul truc, euh, l'envie d'apprendre un nouvel aspect du jiu-jitsu est arrivé. Et c'est à ce moment-là que, pareil, j'ai kiffé faire des gardes. Et j'ai kiffé surtout le processus d'apprentissage. Ça veut dire, ça veut dire au début, ça marche pas, tout le monde te passe. Après, tu arrives à faire un petit peu de rétention. Après, tu arrives à mettre deux sweeps. Après, tu arrives à finaliser. Et j'ai adoré cette partie-là. Si je devais comparer le passage, mon apprentissage du passage, mon apprentissage de la garde, le passage, j'ai fait de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture violette. Première année de ceinture violette. En... Ensuite, en un an, avec tout ce que j'avais pu apprendre du passage, en un an, j'ai pu développer le jeu, la partie du jeu qui me manquait. Et je pense que le travail de fond que j'ai fait dans le passage, ça a été un catalyseur pour le travail de garde que j'ai fait par la suite. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est essayer au début de voir un peu les différents aspects du jiu-jitsu, que ce soit le debout, le passage, la garde, et commencer à faire les trucs que vous aimez, parce que je pense que c'est comme ça qu'on développe ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais qu'on développe l'addiction au jiu-jitsu. C'est quand on fait plusieurs choses quand on fait ce qu'on aime faire, mais plusieurs fois. Et comme au début, on n'a pas d'outils dans sa boîte à outils, juste essayer de savoir qu'est-ce que. Pas avoir l'esprit fermé, mais essayer de trouver ce qu'on aime, et ensuite mettre que des répétitions là-dessus jusqu'à devenir bon, au moins faire quelque chose. Donc voilà le petit conseil pour ceux qui commencent. Hmm. Alors c'est hyper intéressant ce que tu as dit là, parce que tu as mentionné plusieurs points, notamment l'environnement slash les professeurs que tu as rencontrés. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'académies qui sont influencées justement par cet environnement. Toi, tu disais qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui aimaient faire la garde plutôt, beaucoup de gens qui étaient gardiens, donc qui jouaient la garde, et des professeurs qui te montraient énormément des techniques depuis la garde. Aujourd'hui, la mentalité que tu as, qui est assez admirable et assez rigolote en même temps, c'est que tu te dis, ok, je vais suivre ce qu'on me montre, sans rechigner, j'apprends, je prends ce qu'il y a à apprendre. Par contre, au moment où j'ai la possibilité de les faire, au moment où j'ai l'espace de le faire, en tout cas, où on me donne l'espace de le faire, ben, je vais travailler quelque chose à moi qui m'intéresse un peu plus. Et ça, c'est une chose qui est, je trouve, super, super intéressante. L'analogie que j'ai en tête par rapport à ça, et je sors du cadre du Jiu-Jitsu, mais très volontairement, c'est que parfois, je parle à d'autres musiciens comme moi, ou des gens qui ont essayé la musique et qui ont arrêté la musique. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je me rends compte que ces personnes ont arrêté la musique parce que l'approche qu'on leur a proposée, c'était pas du tout l'approche qui convenait. Dans l'approche old school des vieilles mentalités, on se dit pour faire de la musique, il faut commencer par la musique classique parce que c'est la base de tout. Il faut savoir lire des partitions, une clé de sol, une clé de fa.
Mais en fait, non. Il y a mille et une façons, voire une infinité de façons d'apprendre la musique, qui n'est pas un passage obligatoire par un conservatoire avec à savoir lire des notes, et il y a plusieurs façons de le faire. Maintenant, il faut trouver, je pense, un environnement et des encadrants qui correspondent à ce qu'on a envie de faire. En tout cas, avoir l'espace de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est une chose qui est hyper intéressante et importante, je pense, pour le développement de tout le monde, que ce soit de la ceinture blanche à d'autres couleurs. C'est avoir cette possibilité de... Même si le professeur, c'est quelqu'un qui est... alors aujourd'hui, je pense, et je pense que toi aussi, tu vois la même chose que moi, mais le jujitsu, la garde et le passage, ce sont deux choses finalement qui sont... comment dire, qui sont très très liées. C'est Oui, deux versants d'une même position. C'est comme ça qu'on en oui, avait discuté, je crois. oui, Donc, oui. donc maintenant que tu as une vision beaucoup plus large du Jiu-Jitsu, et moi aussi, parce que bah, mon Jiu-Jitsu, mon expérience l'a vu que j'ai Jiu-Jitsu a évolué avec le temps, bah, tu vois bien que normalement une personne qui a une compréhension réelle du passage, elle est capable de lire en fait toutes les gardes qui lui sont opposées, Mhm. et au contraire, la personne qui est une personne qui se dit plutôt gardienne, eh ben, elle est capable de savoir quels sont comment dire, les détails qui vont faire que j'arrive ou non à embêter un passeur au-dessus de moi. Oui. Et ça, c'est une chose qui est assez relevante parce que après tu dis que toi, tu as commencé par le passage, Mhm. depuis ta ceinture blanche jusqu'à la première année de ceinture violette, et ensuite tu t'es mis à faire de la garde. Et ça, Oui. c'est cool parce que dans la façon dont je propose en fait le Jiu-Jitsu et que je vais un petit peu aborder quand même dans ce podcast, à l'académie pour notamment les ceintures blanches, mais aussi pour les ceintures de couleur, c'est qu'en fait, tu t'es construit un référentiel dans le Jiu-Jitsu. Tu t'es construit une base de données qui te permet maintenant de rebondir pour t'approprier de nouvelles connaissances et de façon beaucoup plus rapide parce que tu as déjà une base de données en fait. Exactement. Et ça, je trouve que qu'on choisisse, peu importe la voie qu'on choisisse au début, Mhm. euh, comme on va devenir bon à faire ou le passage ou la garde, les concepts vont se transférer très facilement bah, à l'autre à l'autre versant du jiu-jitsu. Et pour peu qu'on on prenne le temps d'y penser, on va voir que ben, justement c'est complémentaire. Que si tu sais bien passer, généralement, tu sais où sont les points quand tu vas faire la garde après, où sont les points qui sont sensibles, où est-ce que tu dois vraiment défendre ta garde, où est-ce que là c'est plus ou moins ok. Et ça, je trouve que ben, même si au début ça aide pas vraiment, une fois qu'on a bien compris comment le passage ou la garde fonctionne, on arrive à lire l'autre partie du combat. Hmm. Intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu as apporté là comme expérience et comme analyse de ton expérience. Alors, ce pourquoi je suis un petit peu en train de sourire et ça me fait rire ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il faut quand même choisir. C'est-à-dire que euh, quand tu donnes des cours de jiu-jitsu, il faut vouloir commencer par quelque chose, évidemment. Et aujourd'hui, j'en suis quand même, pour une raison ou pour une autre, à remontrer et à commencer par de la garde. Pourquoi? Ah bah oui, mais pourquoi? Mais parce que aujourd'hui j'estime que y a pas quelque chose qui est supérieur à l'autre, mais par contre je garde en tête quand même que comme te l'a dit Paquito, et ça a pris un certain temps à ce que tu l'acceptes, je crois, c'est que il y a un moment où tu vas être au sol. Et Mhm. ce moment où tu vas être au sol, eh ben, je voudrais que tu, et quand je dis tu, c'est à toutes les personnes qui commencent et qui ont souhaité qu'on développe ce sujet, eh ben, il va falloir savoir faire quelque chose depuis la garde. Maintenant, faire quelque chose depuis la garde, par contre, si je donne une certaine hiérarchie, si j'ose dire, des choses à savoir faire, eh bien pour moi, aujourd'hui, la base de la garde, c'est savoir faire de la rétention. Faire de la rétention, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir cette capacité de tenir un passeur entre ses jambes dans une garde sans se faire passer. Pourquoi? Je sais qu'il y a peut-être des gens qui partagent pas tout à fait mon point de vue, mais en tout cas, je vois l'idée comme ça. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui,
c'est bien de connaître plusieurs systèmes d'attaque, de connaître plusieurs finalisations, des renversements, des trucs qui sont très jolis. Mais en fait, si dès les premières minutes du combat, tu tapes dans la main, tu tires la garde, tu te fais passer, tu vas pas avoir le temps de développer quoi que ce soit dans ton jujitsu. Tu vas pas avoir... Euh, Dis-moi. je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom pour justement cette rétention-là dans le passage, mais il y a Mhm. exactement la même chose qui se passe. Un passeur, un bon passeur, c'est pas quelqu'un qui va passer toutes les gardes. C'est quelqu'un qui se fait jamais sweeper. Parce que si tu es passeur et que tu te fais sweeper, ça veut dire que tu te retrouves dessous. Exact. Donc il y a la même chose, le même concept de rétention qui s'applique quand je suis au-dessus. Moi, ce que j'aime dire, c'est que quand on passe la garde, il faut qu'on ait des positions de sécurité, justement pour faire le parallèle avec la rétention quand tu Mhm. parles de garde. Yeah. Et normalement, dans ces positions de sécurité-là, euh, ton adversaire peut difficilement te sweeper ou peut difficilement t'attaquer, puisque tu vas imprimer ton poids, tu vas mettre de la pression sur ses jambes, et lui, la réaction qu'il va avoir, c'est commencer à défendre et pas attaquer. Donc, comme pour le gardien qui doit faire de la rétention et maintenir l'autre dans ses jambes, Mhm. le passeur il doit être dessus et il doit être à l'aise pour ne pas se faire sweeper et forcer l'autre à défendre plus que d'attaquer. Mhm. Donc, complètement d'accord. Encore une fois, tu vois, le chemin est différent. Tu commences avec le dos au sol. Moi, je ferais la même chose. Si je devais donner des cours, je commencerai avec le passage, parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Mais je partirai du même point. Toi, tu parles de rétention. Moi, je parlerai de rétention, mais du coup pour le passage. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ok, ben je vois, je fais directement le parallèle. Je fais directement le parallèle. Par contre, je me dis si moi je devais commencer les cours en développant l'aspect passeur, je me demande comment je l'organiserais. Pour moi, j'arrive plus, et c'est complètement personnel, parce que je suis certain à 200% que dans ta tête, tu as structuré la chose pour pouvoir prévoir un programme de passage, Mhm. en tout cas d'enseignement, en termes pédagogiques. Pour moi, j'arrive plus facilement dans ma tête parce que bah, c'est mon style de jeu aussi. J'aime beaucoup le passage, Bien sûr. j'adore passer des gardes, mais j'aime aussi être le dos au sol. Enfin, je préfère être le dos au sol même. Mais en tout cas, j'arrive beaucoup plus à me dire, ok, je vais structurer une approche donc le versant défensif de la garde en premier, que la personne soit capable de ne pas se faire passer la garde. Ensuite, à partir de ça, une fois que la personne elle a ce pilier-là, ce que je vais appeler une base, et à partir de là, je vais construire des attaques à partir de cette garde, un système d'attaque Mhm. depuis une certaine modalité. Et puis une fois que la personne elle aura un système d'attaque sûr qui peut se mettre en place parce qu'en fait elle a la certitude de ne pas se faire passer, bah à partir de là je vais me dire ok, je suis solide dans cette garde là, je vais peut-être passer à une autre garde et constituer la même chose. Et puis ensuite, une fois que j'aurai compris, j'arriverai à connecter une garde ou deux gardes et je serai fort dans les transitions entre les gardes. Là, je vais commencer peut-être à me dire, ok, allons voir ce qui se passe au-dessus. Pourquoi? Parce que généralement, et tu me corriges si t'es pas d'accord avec moi, ce qui va se Mhm. passer dans ton système de passage, enfin moi c'est ce que je vois quand on s'entraîne ensemble, c'est que tu me forces à transitionner, parce que ton jeu en passage, et le principe de base, c'est me donner, en tout cas quand tu es dans le versant offensif toi, c'est de me forcer à transitionner vers autre chose, en me proposant des mauvaises options, enfin des options qui sont pas bénéfiques pour moi. Donc du coup, moi, je suis obligé de courir derrière, c'est-à-dire essayer de transitionner pour me retrouver dans une position où on est à peu près au même stade. Oui. Et souvent dans ces transitions où tu fais un changement de grip, où tu dois tourner tes hanches, c'est à ce Hmm. moment-là que je vais être encore plus agressif, puisque c'est le moment où je vais être le plus avoir le moins de contrôle sur moi, et c'est à ce moment-là que je vais être le plus libre de mes mouvements. Donc, aussi, je voulais dire, en fait, même si tu prends, c'est marrant parce que même si tu prends l'aspect de la garde et que moi je prends l'aspect du passage, on Mhm. va tous les deux dans le même sens. Euh,
puisque ce que je ferai au début, euh, surtout pour quelqu'un qui vient de commencer le jiu-jitsu, euh, je me dis qu'il va commencer le jiu-jitsu avec une boîte à outils qui est vide. Absolument. Donc, ce que moi je vais devoir faire, la première étape, c'est de remplir cette boîte à outils-là, sans lui donner 1000 techniques différentes. Je vais rester à un panel technique assez réduit, mais je vais lui mettre quand même quelques concepts de base pour qu'il puisse justement, au bout de 3 semaines, commencer à connecter, faire les liens entre les différentes techniques. Euh, je partirai du principe de faire de la rétention au-dessus, bien se positionner pour ne pas se faire renverser. Ensuite, je lui donnerai une possibilité, un passage. Pour moi, le passage après que, après que Paquito ait insisté, euh, je suis d'accord avec lui sur le fait que sûrement le passage le plus facile, ça doit être la toreada, où c'est juste jeter les jambes d'un côté et aller de l'autre côté. Donc je commencerai sûrement avec un système comme ça. Et avec quelques concepts de gestion de la distance. Et je lui mettrai des techniques qui vont s'empiler les unes sur les autres. Et lui, il va pouvoir switcher entre les différentes techniques au fur et à mesure. Et le but, c'est, ah ok, bon, bah, maintenant il a compris les passages à distance, où il faut mettre un peu de vitesse, où il ne faut pas mettre trop de pression. Sauf qu'il arrive dans des situations où par exemple, il va être obligé d'utiliser un passage un peu plus en pression. Du coup, là, on va développer un autre versant du passage. Et c'est la même chose pour la garde en réalité. Quand par exemple, tu commences avec un système double sleeve, et tout d'un coup, le gars, il commence à faire posture, et il te donne pas le contrôle de ses manches, du coup, tu vas devoir composer avec une garde qui fait le contrôle du bas du corps. Mhm. Tu commences à développer le système de la Riva et X single X après. Mhm. Donc, même si on parle si on part de 2 points d'entrée différents, on suit la même logique d'apprentissage, je pense. Absolument. C'est marrant que tu parles de la double shift parce que du coup j'ai choisi de commencer par là. Et aujourd'hui, alors pourquoi c'est rigolo? Parce que ce qui se passe, c'est que pour les personnes qui nous ont rejoints et qui de formation ont commencé le jiu-jitsu ailleurs et dans différentes académies, dans le monde entier et je ne sais où, le jeu que je leur propose est un jeu qui leur est pas tout à fait familier. C'est-à-dire que c'est des personnes qui jouent beaucoup dans des gardes, toutes les gardes à chaîne cinétique fermée, quoi. Tout ce qui est garde fermée, demi-garde profonde, 50-50, ce genre de jeu-là, que personnellement n'est pas tout à fait mon jeu à moi. Mhm. Ce que j'ai choisi de proposer, c'est la double sleeve, parce que, à mon sens, c'est une garde qui est hyper intéressante, notamment dans sa phase de rétention, mais aussi super intéressante dans la phase d'attaque. Hyper intéressant dans la phase d'attaque, dans le sens où on peut attaquer à la fois le haut du corps, le triangle, les omoplates, les jujis. On peut aussi attaquer le bas du corps avec les chevilles. On peut combiner sur énormément de choses avec les bolos, les matrix et pas mal de choses. Et ça, c'est accessible à tout le monde à partir du moment où, comme tu l'as dit, tu donnes les outils et la compréhension nécessaire de la technique. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup, comme je disais, une majorité de ceintures violettes. Et quand je leur montre mon jeu, et j'essaye d'y aller de façon la plus claire possible en donnant l'idée générale en premier et puis en essayant de rajouter du détail ensuite, et ben la réponse que j'ai beaucoup c'est... Alors, la première chose c'est merci beaucoup, tu as rallumé la flamme, parce que j'avais perdu le goût d'apprendre de nouvelles choses de jiu-jitsu. Donc ça c'est quelque chose, de façon générale c'est hyper gratifiant, mais surtout c'est super intéressant de se dire que ceinture blanche, ou ceinture violette ou ceinture marron, eh ben, je suis encore dans l'apprentissage. En vérité, ça ne s'arrête jamais, cette histoire-là. Mais au-delà de ça, il y a le fait que
les personnes me disent « Je suis ceinture blanche dans le style de jeu que tu proposes ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la base de données, la boîte à outils qu'ils ont déjà composée, pour parler en tes termes, ils ont du mal encore à faire cette transposition entre ce qu'ils connaissent du Jiu-Jitsu, les leviers qu'ils utilisent, les techniques qu'ils utilisent, et le Jiu-Jitsu que je leur propose. Mhm. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir à la fois des réelles ceintures blanches qui ne connaissent pas grand-chose du Jiu-Jitsu. Enfin, après un mois de Jiu-Jitsu, c'est vraiment des débutants. Et puis des personnes qui ont déjà fait du Jiu-Jitsu, mais sur le thème que je leur propose, en fait, tu verrais pas de différence. Si je mettais une ceinture rose à tout le monde, tu saurais pas me dire qui est quoi. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Et le plus intéressant dans tout ça, et là j'essaie d'aller dans le côté pratique vraiment pour donner quelque chose, une information aux personnes qui vraiment attendent de ce podcast une recette. Bon, je vous spoil tout de suite, il n'y a pas de recette réelle, il n'y a pas une recette à suivre exactement. Chacun, comme Alex l'a dit, chacun doit suivre, en tout cas c'est un sage conseil, ce qui l'attire le plus. Mais par contre, une chose qu'il faut garder en tête en termes de concept, c'est que le Jiu-Jitsu, au-delà d'un sport de force, c'est un sport qui est assez intellectuel, dans le sens où il faut être capable de reconnaître certains patterns, il faut être capable de composer avec ce que le partenaire donne. Et ça, c'est valable qu'on soit en haut ou qu'on soit en bas. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, ce que j'essaie d'inculquer aux nouveaux, et même aux non-nouveaux, c'est que je leur montre un système depuis la même position de 4 attaques, donc ça revient exactement à ce que tu étais en train de me dire. Et par contre, je veux pas juste qu'ils m'apprennent 4 attaques par cœur en me disant oui, je peux faire un sweep sur le côté, un sweep par-dessus la tête, un sweep en sit-up guard ou un sweep en 2-la-X. En fait, je veux qu'ils comprennent quand le faire et comment le faire. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en tant que ceinture blanche, s'il y a des choses que tu comprends pas, ou même ceinture blanche, mais aussi pour les autres ceintures, mais c'est très relevant pour les ceintures blanches, eh ben, faut pas avoir du tout de vergogne ou de peur ou de honte à poser des questions pour avoir le plus d'informations possible et que ça ait du sens. Parce qu'on comprend, enfin, on applique beaucoup mieux, selon moi, des choses que l'on comprend, plutôt que de répéter des choses dont on ne saisit pas le sens, en fait. Exactement. Je pense à ça, je t'écoute et je pense à la notion de concept que j'adore et que j'utilise plus que j'utilise de technique. Je vais voir une technique une fois ou deux et mon but, ça va pas être de la retenir par cœur. Paquito, il fait un super travail et c'est ce que nous aussi on fait de notre côté. C'est d'essayer de prendre une technique que les gens jugent difficile ou même des fois c'est juste pas difficile, des fois c'est juste la quantité d'informations qu'on doit assimiler qui, pour certaines personnes, ça fait juste beaucoup. Et ben, si on essaye de retenir chaque technique par cœur en se disant là, mon genou doit être ici, ma main doit être comme ça, la paume de ma main doit pas être vers le haut, doit être vers le bas. Si on commence à raisonner en voulant enregistrer tous les détails, eh ben, ça va être complètement impossible d'avoir un panel technique large, de reconnaître les situations, quand est-ce que les situations sont propices, quand est-ce que les situations ne sont pas propices, quand est-ce que je dois changer de jeu. Ça va être trop compliqué. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'essaye de prendre du recul et de me dire, ok, en, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il nous dit il faut que le genou soit dans un sens, l'esgrima de l'autre côté, il faut qu'il regarde du côté opposé au genou. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il faut que je torde mon adversaire si je veux faire un knee-cut. Bien. Donc mon objectif, ce que je vais retenir, c'est pas ben là je dois mettre esgrima d'un côté, crossface de l'autre, genou au sol. Je vais plutôt me dire ok, il faut que ses genoux regardent d'un côté, sa tête de l'autre. Du coup, peu importe la situation, quand je vais reconnaître ok, là je suis dans une position knee cut, ben que j'ai un lapel dans les mains, que j'ai mon esgrima, que j'ai pas d'esgrima, que je contrôle son bras opposé, que je contrôle pas son bras, j'ai juste essayer de tordre le gars pour que sa garde devienne faible et que je puisse croiser mon genou. Donc au lieu de reconnaître, de mémoriser plein de petits détails,
Je vais juste prendre du recul par rapport à la technique et à la position et de me dire, ok, c'est quoi le levier de la position? Qu'est-ce qui fait, quels sont les deux mouvements qu'il fait qui font que 80% de la position est déjà exécutée. Et s'il y a un truc que j'encourage les débutants à faire, c'est justement essayer de comprendre c'est quoi les points de levier de chaque technique. Qu'est-ce qui fait que la technique marche? À tous les coups, ça va pas être la façon dont je pose ma main quand je fais mon esgrima. C'est pas ça. C'est ok, là il force dans cette position-là, dans ce sens-là, pour que ok, ses jambes s'ouvrent et ensuite que je puisse passer. Même chose quand je suis en dessous. Qu'est-ce que je veux quand je suis en train de faire une demi-garde par exemple? Ah, je vais être tout le temps de côté parce que si j'ai mon dos au sol, ça veut dire que ma garde est pas résistante. Donc, si on a un prof qui arrive à faire ce travail-là, c'est juste magnifique, puisque l'étape compréhension est simplifiée. Maintenant, si on n'a pas la chance d'avoir ce genre d'instructeur, ben, il va falloir faire juste un petit effort de compréhension en plus pour pas avoir à retenir une technique avec les 10 étapes pour faire par exemple un knee cut, mais plutôt ok, le concept qui fait que le knee cut marche. Ça c'est un truc que plus tôt les gens comprennent, mieux ils vont s'en sortir dans leur apprentissage. Top, top. C'est super bien noté, c'est quelque chose dont il faut absolument qu'on parle. Ce dont tu as parlé à la fin, parce que tu l'as illustré sur un e-cut par exemple, mais l'œil du professeur et le rôle de prof dans l'apprentissage d'un nouveau, mais aussi chez les personnes qui sont déjà initiées. Donc du coup là, Alex, tu as souligné deux points qui sont... Enfin, un point qui est super important, le rôle du prof, et ça c'est quelque chose qui est non négligeable. Je pense que c'est dur aussi aujourd'hui pour une ceinture blanche qui commence réellement le jiu-jitsu et qui en a jamais entendu parler d'évaluer comment dire la compétence pédagogique de son prof. Et pourtant ça aujourd'hui, moi si je devais recommencer le jiu-jitsu, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je ferais vraiment très attention, parce que ce rôle de prof à mon sens est hyper important dans le sens où sa mission, comme tu l'as dit, c'est de rendre quelque chose qui a l'air difficile absolument abordable pour tout le monde. Oui. L'image et la discussion qu'on a eue plusieurs fois ensemble et que j'ai eue avec Paquito, c'était Paquito a cette capacité de simplifier les choses, de te transmettre une information de façon à ce que ça t'ait l'air simple. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a réussi à apprendre à sa maman à faire un berimbolo. Mhm. Sa maman ne fait pas de jiu-jitsu brésilien. Premier cours, berimbolo. Très bien, magnifique. Bon, en même temps, si le fiston il est capable d'envoyer des berimbolos à cette vitesse-là et avec cette aisance, il faut bien qu'il le tienne de quelqu'un. Mais enfin bref, trêve de plaisanterie. Je pense que ce rôle de prof, donc être capable de donner des retours aussi aux ceintures blanches sur ce qu'ils font, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je tends la main et j'incite les personnes sur le tatami à poser leur trépied sur le tatami lors des randonnées et notamment lors des spécifiques. Et c'est ça dont je voudrais qu'on parle un petit peu. Pour être capable de se voir en train de pratiquer le jiu-jitsu brésilien. Et ça, si c'est un conseil que je peux donner aux ceintures blanches particulièrement, mais aussi à toutes les personnes qui ont réellement envie de progresser dans le jiu-jitsu, bah, ça passerait par ce que tu fais et ce que je fais beaucoup aussi, c'est filmer les entraînements. Filmer les entraînements, c'est hyper intéressant dans le sens où j'ai toujours ce sentiment, malheureusement, mais par exemple, lorsque je regarde un entraînement ou même un combat en compétition, je le regarde avec... alors surtout en compétition. Si je regarde les compétitions et que je les regarde à 2 ou 3 mois, parfois dans la compétition, j'avais l'impression que c'était super beau, super bien fait, super précis. Dans ma tête, c'est ça. Et puis je regarde la vidéo que j'ai déjà vue.
et puis je me dis, waouh, ça n'a rien à voir avec la perception que j'ai de mon propre jeu, quoi. Ouais, exactement. Euh, Moi, ça m'arrive juste à chaque fois que je regarde mes combats. Dans le combat, je me dis, waouh, je fais un truc trop stylé. Je regarde la vidéo, je suis là en mode, ok, tu sais, ça pique un peu les yeux. Tu peux même pas ouais, regarder en ouais, face tu t'accélères, tu avances un peu la vidéo. Exactement, Ouais. vitesse x2. Vitesse x2. Alors donc là on parle de compétition, mais moi je parle pour la progression, mais le footage de compétition est aussi très important, mais à l'entraînement c'est hyper intéressant parce que ça va permettre, je pense, à une personne qui se pose des questions, et si c'est une ceinture blanche c'est très très bien, de se dire ok, ça fonctionne pas, j'essaie de voir pourquoi ça fonctionne pas, j'ai peut-être pas la réponse, j'arrive pas à la trouver, mais en tout cas j'ai quelque chose, j'ai un matériel que je peux montrer à mon prof. S'il n'était pas derrière moi à ce moment-là pour me corriger, je peux le montrer à mon prof et il va m'expliquer. Et moi, je me vois faire l'erreur et je me vois comprendre pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est un outil super intéressant. Parce qu'on a en fait ces petits titous qui nous avaient écrit ce message, là, comment on fait, quoi faire et par où on commence. Je pense qu'une bonne chose, c'est déjà commencer à introduire cette notion d'auto-analyse de son propre jiu-jitsu. Ça, pour moi, c'est primordial. D'ailleurs, si j'ouvre un petit peu, mais s'il fallait aujourd'hui parler de ceinture de jiu-jitsu, et on en parlera plus tard, pour moi, il y a cette capacité de s'auto-évaluer. Ça, c'est une chose, c'est primordial. Et du coup, pour donner un dernier conseil à Petit Titou et à toutes les personnes qui nous écoutent, à propos de comment faire, ce que je propose beaucoup aux ceintures blanches, j'essaie de leur donner quelque chose que moi, j'ai pas eu au début quand j'ai commencé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aujourd'hui, dans beaucoup trop d'endroits, dans beaucoup trop d'écoles, je vois des gens qui commencent le jiu-jitsu et au premier cours, dès le premier cours, ou peut-être le deuxième ou le troisième, on les jette dans un randori où il se passe des milliards de choses, il y a beaucoup trop d'informations, il y a des situations qu'ils n'ont jamais vues, dans lesquelles ils n'ont jamais été, avec une intensité en face, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, je trouve que ça finit par être même contre-productif, dans un sens. Alors, on s'entend, bien sûr, il faut laisser une place au randori libre et au bout d'un certain moment, mais je pense que, comme tu le disais, pour se construire une boîte à outils, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le vois aujourd'hui et que je le propose, parce que j'estime que c'est une manière structurée de faire les choses. Aujourd'hui, lorsque j'ai une ceinture blanche qui ne connaît rien du tout et qui arrive à un cours, eh ben, je vais lui montrer une position. Depuis cette position, je vais lui montrer une technique. Et son entraînement, comme dans toutes les structures de cours fondamentaux que l'on propose à Meta Academy, ben, je vais lui proposer un spécifique et son objectif, ça va être de réaliser cette technique. Pour illustrer, on a vu pas mal de renversements, et ben, je lui propose un renversement, enfin quand je dis pas mal, c'est sur le mois on a vu 4 renversements en tout. Je lui prends le premier renversement, qui est un renversement latéral depuis la double sleeve avec une de la Riva et un knee shield. Et ben elle va commencer tous ses spécifiques depuis une position hyper avancée où elle a presque déjà fini son renversement, et son objectif ça va être de renverser. La personne qui va être en face, je vais lui demander de résister de façon à ne pas tomber, mais je vais pas lui demander de chercher à passer la garde parce que ça va être trop d'informations pour la personne qui est en train de chercher à réaliser cette technique. Une fois que cette personne elle a réussi à atteindre un pourcentage de réussite satisfaisante de renversement, et ben je vais la faire partir un petit peu en amont, l'étape juste un petit peu avant. Alors peut-être qu'il n'y aura pas déjà le déséquilibre. Donc on revient en arrière et ainsi de suite, de façon à ce que en fait, quand la situation elle se présente, comme tu disais, et ben, elle soit capable de réaliser ce renversement, ce sweep, et qu'il n'y ait plus de questions à se poser. Et ce sera un de ces premiers outils, et je suis convaincu que les premiers outils qu'on acquiert, ce sont des outils qui vont rester longtemps, et qui vont aussi permettre de comprendre les prochains outils qu'on va utiliser. Donc, Ouais, le je conseil... suis complètement. Ouais, je t'écoute. Vas-y. Bah, le conseil, juste pour résumer ce que je viens de dire, c'est dans comment faire, au lieu de se jeter dans des randoris libres et de finalement se retrouver dans des positions qu'on n'a pas travaillé, dans lesquelles on n'a pas les réponses et finalement qu'on n'a pas abordé, et ben, je dirais qu'il faudrait privilégier d'abord une base, cette idée de se construire une boîte à outils avec 3 ou 4 outils peut-être, depuis une certaine position peut-être, mais en tout cas d'avoir quelque chose, d'avoir une référence.
et pas d'apprendre une kimura d'un côté, une clé de cheville de l'autre, et puis une guillotine de là, et puis encore une autre dans une position. J'extrapole, mais c'est malheureusement ce que j'ai vu dans beaucoup d'académies, et c'est très triste. Et moi, je souhaiterais que aujourd'hui, les gens se construisent une base de jeu sur laquelle ils peuvent se reposer. Et ça suffit. Juste, je reviens sur l'histoire du spécifique. J'ai juste revenir sur le dernier point que tu as abordé là, sur le fait de se construire une base. Et tu disais, les premiers outils que tu utilises sont souvent les outils qui restent le plus. Oui, parce que c'est ça justement qui va forger ta base et qui va te permettre d'avoir une base solide sur laquelle tu peux connecter plusieurs autres techniques, faire des transitions, changer de perspective en utilisant les mêmes outils que tu avais. Si tu as compris comment tous tes renversements fonctionnaient, tu sais qu'une fois que tu es dessus, où est-ce que tu es vulnérable, où est-ce que tu es plus en sécurité. Et plus que ça, tu sais quelles sont les techniques que l'autre potentiellement peut faire à partir de cette position-là. Donc ça va te permettre d'avoir une base solide autant en attaque, mais aussi en défense, quand tu veux inverser les situations. Après, pour revenir sur plus largement l'histoire du spécifique, tu disais au début du podcast que tu avais des ceintures violettes qui travaillaient plus dans un jeu fermé et qui ont même dit que ils sont ceinture blanche dans le jeu que tu proposais. Et c'est exactement à ça que sert le spécifique. Faire la transition entre une technique qu'on a vue dans la théorie, même si on l'a fait une ou deux fois, ça reste quand même très théorique, et la pratique qui est le randori. Le spécifique fait vraiment cette transition entre je connais une technique sur le papier et j'arrive à l'appliquer. Et ça, c'est le spécifique reste important. Déjà, si le spécifique est important quand on est ceinture colorée, il est d'autant plus important quand on est ceinture blanche. Parce que la ceinture colorée, elle va pouvoir s'appuyer sur d'autres notions qu'il a pu apprendre au fil des années. Le ceinture blanche, il n'a rien du tout. Donc pour justement se construire cette base qui va être solide et qui va lui permettre de naviguer dans le jiu-jitsu très facilement, le spécifique, c'est quelque chose qui est très 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 important. Et le spécifique est important, encore une fois, autant pour la ceinture blanche que pour les ceintures colorées. Donc ça, c'était pour la partie spécifique. Ensuite, pour la partie rôle du professeur, il y a l'œil du professeur, il est hyper important dans les randoris aussi. Pas seulement dans la partie j'arrive à prendre une technique, la déconstruire, trouver les leviers de la technique et retransmettre ça à quelqu'un qui a jamais vu, jamais entendu parler de jiu-jitsu. Ça, c'est le professeur qui est dans le mode pédagogique. Ensuite, il y a toute une partie analyse où le professeur regarde le randori du Jitsuka et arrive à voir, puisqu'il a zéro stress, il arrive à voir de l'extérieur, l'erreur elle était comme ça. Là, il a ouvert ses hanches quand il fallait pas. Là, il a mis le pied là où il fallait pas. Et parce que le ceinture, même moi, je suis ceinture violette et je fais plein d'erreurs que Paquito vient me corriger juste après. Quand on est ceinture blanche, des fois, on n'a même pas idée de ce qu'on est en train de faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Du coup, avoir l'œil de quelqu'un qui est externe, c'est super important. Oui. Des fois, c'est pas possible. Alors dans ce cas-là, utiliser une caméra, ça commence à devenir intéressant. Et quand tu as commencé à parler de caméra et d'études de films, etc., ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais faite sur la pratique délibérée. Et il y avait quatre piliers. Et un des piliers qui pour moi était un des plus importants, c'était le feedback. C'était le retour sur la performance. Toi, tu as parlé de auto-analyse. On parle d'auto-analyse quand par exemple il n'y a pas le prof qui est là pour nous aider, mais par contre on a la chance d'avoir une vidéo. Et là on arrive à dire ah ok,
Je connais techniquement, théoriquement comment ça doit se passer. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Donc quand on est dans ce processus d'auto-analyse et qu'on arrive à revoir les films, euh, on peut utiliser les connaissances théoriques qu'on a eues pendant le cours et voir si réellement on les a appliquées du début jusqu'à la fin. Des fois, l'erreur, elle vient de nous, parce qu'on a mal fait quelque chose, des équilibres que je voulais faire avec mon pied dans la spider, je l'ai fait dans le mauvais sens. Euh, j'ai mal positionné mes hanches, mon pied n'était pas au bon endroit. Des fois, l'erreur, elle vient de nous. Des fois, juste, la situation n'était pas propice. Ça veut dire que dans le combat, je pensais que j'avais tous les paramètres pour pouvoir faire ma technique. Au final, pas du tout. Et le truc, c'est que si on s'est pas rendu compte de ça pendant le combat, on peut l'utiliser, on peut utiliser le film pour voir ces différents détails-là. Et si on n'a pas de film et qu'on ne s'est pas rendu compte pendant le combat, on risque de répéter cette erreur-là. Exact. C'est juste, c'est pas essentiel d'utiliser les caméras et d'avoir quelqu'un derrière soi à chaque fois. C'est juste, ça va permettre de gagner beaucoup plus de temps, d'avoir un retour sur la performance, plutôt que de répéter une erreur une fois, deux fois, trois fois, et de se dire, ah ben pourquoi ça n'a pas marché? Ah ben peut-être que si j'essaye comme ça, ah ben non, ça marche toujours pas. Ben pourquoi? Et en final, la progression qu'on a eue sur une semaine, on aurait pu la voir sur 2 séances. Parce que on a étudié un film, par exemple. Donc, rôle du prof, super important, parce que le prof, il va faire exactement tout ce que j'ai dit là, mais ça va arriver directement, l'information sera déjà traitée. Il va vous dire ce qui va pas, va vous corriger et va vous donner la solution. Si malheureusement, et puis même si on est dans une enquête, enfin, j'ai pas Paquito derrière moi à chaque entraînement. Et donc du coup, l'utilisation de téléphone pour se filmer, c'est la deuxième meilleure option pour avoir un feedback sur sa performance. Hmm. Donc voilà pour le rôle du prof slash du film et le rôle du spécifique. Super. Je trouve que c'est vraiment bien résumé, notamment pour le spécifique, et on va finir avec ça du coup, qui est réellement ce switch réel entre le drill, si on veut l'appeler ainsi, contre une personne qui n'oppose aucune résistance, et le moment où on va passer en randonnée, la personne elle va donner 200% de sa personne. Je pense que c'est vraiment le moment qui va permettre d'isoler au maximum ce qui est à travailler et ce que l'on travaille. Et pour moi, c'est une arme, enfin pédagogiquement et en termes d'apprentissage, c'est une arme qui n'a pas d'égal, quoi. Très, très redoutable. Parce que en plus, c'est pas juste je fais des drills, je peux faire des randonnées. Il y a d'autres comment dire ça, d'autres paramètres à prendre en compte que justement on n'a pas dans le drill. Là tout de suite, il y a le timing qui me vient en tête. Dans le spécifique, puisque l'autre va opposer une certaine résistance, je vais devoir analyser la situation et c'est maintenant que je dois lancer mon attaque. Chose qu'on n'a pas dans le drill, puisque l'autre est complètement consentant. Dès que je fais un déséquilibre, il part. Donc le spécifique, ça va aussi aider à travailler d'autres aspects du jiu-jitsu qui sont pas forcément techniques. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Absolument, mais, absolument. Paramètre timing. Exactement, qu'on va retrouver. C'est pas des paramètres techniques qu'on va retrouver dans les drills, mais qu'on va retrouver dans les randonnées. Et puis donc, ensuite, ça va faire le pont. Si on applique une consigne... Alors, moi je trouve que je suis d'avis que les spécifiques doivent être vraiment la possibilité, les possibilités, les rôles de chacun doivent être clairement définis et le plus limité possible au début. Oui. Par exemple, si je me mets du point de vue gardien, parce que c'est ce qui me vient en tête, et ben, si c'est appliqué un renversement, ce renversement-là, on va dire un renversement latéral en double sleeve, ce que je vais vous demander à la personne qui va être au-dessus au début,
bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de commencer à chercher à créer des opportunités de passage, mais juste simplement de résister, de bloquer, de pas vouloir, de pas accepter ce sweep. Complètement. Et ça constitue un objectif. C'est ça qui va définir la victoire pour la personne qui est dessus. La victoire, elle va être, bah, je suis pas tombé, donc j'ai gagné. Exactement. Alors que la personne du dessous, sa victoire, ça va être, j'ai réalisé la technique que j'ai apprise. Et ce qui en soi, pédagogiquement, est bah, un grand pas, puisqu'en fait, je ressors de là, et ça veut dire que j'ai acquis un savoir-faire. Ou en tout cas, je suis dans cette phase d'apprentissage où je suis en train d'acquérir un savoir-faire. Et je ressors de l'entraînement avec quelque chose. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant, dans le sens où, et je vais finir avec ça, à la fin des cours, c'est le moment où effectivement les gens sont plus ouverts, beaucoup plus relâchés, et ils viennent discuter un peu plus naturellement, enfin, et de sujets qui leur tiennent peut-être à cœur. Et j'ai des ceintures violettes et des ceintures marron là, qui sont venues, et qui me disent, bah, en fait j'aime beaucoup, parce qu'on propose du coup à l'Académie Méta, en accord avec la façon dont on voit le jiu-jitsu, 2 sessions drill et spécifiques, qui sont faites exactement pour ça. Qui sont faites pour répéter les techniques abordées dans les fondamentaux, les répéter avec forcément le feedback du partenaire, et aussi ensuite passer sur l'autre moitié du temps sur du spécifique, et uniquement du spécifique. Et ce qui est rigolo, c'est que ces ceintures violettes et marron que j'ai en tête, à la fin du cours, elles me disent c'est super cool, parce que en fait, dans toutes les académies que j'ai fréquentées, bah, y a toujours ce truc d'ego où tu as envie de gagner, du coup tu y vas à 200%, et puis tu finis par te faire mal, et ci et ça. Et ici, bah, en fait, quand j'ai réussi à faire mon objectif de spécifique, bah, je suis trop content en fait. Et puis ça s'arrête là, je suis content et j'ai appris quelque chose, quoi. Exactement. C'est la définition de succès ou de réussite. Ben, c'est la définition qu'on veut bien s'imposer. Si, Exactement, super bien résumé si- Alex, trop bien. si- Moi, ces derniers temps-là, mes objectifs, c'était ni de finaliser, ni qui que ce soit, ni mettre 3 triangles d'affilée. Non, à une époque, ça a été mon objectif. Là, pas du tout. Là, mon objectif, c'est quand je suis dessus, mettre tellement de pression sur le gars que je fais aucune technique de passage réellement, mais il y a les positions que je vais adopter, la façon dont je vais tuer les hanches de mon adversaire, etc. Ça va le forcer à abandonner. Du coup, mon objectif, c'est même pas de passer la garde, c'est d'étouffer sa garde, entre guillemets, Yes. pour ensuite qu'il me cède le passage. Et mon objectif, c'est pas ma définition du succès, de la réussite. Je sais que j'ai réussi mon Andori quand par exemple je suis resté dessus et que le gars dessous, il a rien pu faire à part se défendre. Parfait, parfait. Et ça va fonctionner par période. Et comme pour les spécifiques, encore une fois, la définition de la réussite, c'est la définition qu'on veut bien s'imposer. Exactement. Et je pense que du coup, c'est hyper important cette définition de la réussite, elle corresponde à quelque chose qui permette de faire grandir dans son jiu-jitsu, plutôt que de se dire bah, aujourd'hui j'ai gagné tous mes randos. Effectivement, se définir ça comme objectif de réussite, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans la mesure où peut-être une fois ou deux dans la semaine sur les créneaux qui sont prévus à cet effet, le but du jeu ça va être de gagner, parce qu'il y a quand même cette notion d'adversité et d'efficacité de son jeu et ci et ça. Mais Bien dans sûr. une logique d'évolution réelle, progressiste de la technique, je pense que c'est hyper important de savoir se limiter à ok, j'ai réussi, j'arrive à exécuter cette technique dans cette position. Magnifique. C'est désormais un outil de ma boîte à outils sur lequel je peux m'appuyer. Et ça, Exactement. c'est magnifique. Exactement. Et ben Alex, c'est un podcast qui est quand même assez riche, on a abordé pas mal de choses. Bah, très content d'avoir pu aborder autant de points différents. On a balayé pas mal de choses. Mhm. J'espère que ça aura plu aux auditeurs. Si vous avez d'autres idées de podcast, si vous voulez qu'on aborde un thème en particulier, n'hésitez pas à nous le dire. Faites comme Petit Titou. Et on essaiera de traiter votre sujet le plus vite possible. Et vous partager notre expérience par rapport
au sujet en question. Magnifique. Peut-être un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui ont oublié de le faire en début de podcast. Vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Aussi partager ces podcasts, ces épisodes. Je sais qu'il y a des sujets qui sont vraiment intéressants. Vous nous proposez des thèmes qui sont fabuleux et sur lesquels on est en train de travailler. Partagez avec la communauté du Jiu-Jitsu, les gens que vous fréquentez. Ça, c'est susceptible d'être pertinent aussi pour eux. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Instagram et TikTok sur laquelle on publie du contenu aussi de différents formats. C'est hyper important. Et aussi, on a créé un site internet www.metajjb.com sur lesquels vous avez accès à pas mal de choses, notamment les t-shirts qu'on a lancés récemment, mais aussi différentes informations sur les différentes offres de coaching personnel, les horaires et les informations de l'académie, et plein d'autres choses, plein d'autres informations et des nouvelles surprises qui sont en cours de préparation. Exactement. Je pense que c'est tout pour moi. Merci beaucoup Alex pour le podcast. Merci à tout le monde pour avoir écouté le podcast jusque-là. Merci Nico, toujours un plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Et ben à la prochaine. À très Salut tout le bientôt monde. pour le prochain épisode. Ciao, Ciao. bye.